va toi? Ça va, il est modeste. Ça va toi? Alors, comment il va ce soir? Ça va toi? Eh ben écoute, pas trop mal, général. Je suis super content d'être avec toi ce soir. Bien bonjour professeur. Bah ouais, tout pareil. Tout pareil. Bon, on a vu que ça allait. On parle de quoi ce soir? On parle de quoi ce soir? On parle d'un sujet. Bonheur et joie de vivre. Ah, c'est clair. Légèreté, bisounours. On va parler de plage. T'allais dire quoi? Pendaison? Presque. Ouais. Bon, de suicide? Ouais. De suicide, ok. Donc je vais te poser 2-3 petites questions. On va bien se marrer ce soir. On va bien se marrer, c'est clair. On va essayer. Sujet light. Et en buvant une petite bière. Ouais, en fait, on a t'as déjà passé sur du vin. Ouais, parce qu'en fait, on a bu déjà un peu de bière et maintenant on passe sur du vin, on passe sur un gros rouge italien. Et c'est plutôt cool. Je suis beaucoup plus raisonnable. Je reste à la bière. Qui a le même degré d'alcoolémie que le vin. Ouais. Oui. Bien. oui. Voilà. Oui, Tu joues tout à pas. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis quelqu'un de raisonnable. C'est vrai. Donc le suicide. Bonjour. Alors. Par quoi je pourrais commencer? Ouais. C'est fréquent. Ouais, c'est assez fréquent. Par exemple, à ton avis, on va faire un petit quiz. Mais à ton avis, c'est combien de morts par an le suicide en France? Eh ben, vraiment, là, sans tricher, je n'en ai strictement aucune. Ouais, justement. Alors, vas-y, aucune balance un idée. chiffre. Déjà, est-ce que c'est plus ou moins que les accidents de la route? Je dirais que c'est moins. Ouais, ok, ça marche. Donc, alors, vas-y, Ouais. balance des chiffres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de prévention sécurité routière que suicide. Ouais, alors vas-y, je Je t'écoute. n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent quelque chose en prévention en termes de suicide. Oh là là, Ouais. bâtard. Ouais. Ça, c'est Bâtard. Ouais. Direct, vous inquiétez pas, on s'insultera régulièrement. C'est normal. Allez, vas-y, dis un chiffre par an. Et je dirais à peu près 15 millions. En France. Ok, ça marche. Par an. On perd bien un quart de nos populations par suicide tous les ans. Effectivement. C'est pas ça? Non, Je suis c'est un pas ça. peu... Ok. Non, alors, déjà, tu m'as dit 8000 Suicide 8 suicides. par an. C'est plus. C'est plus. On va faire le juste prix du suicide. 12. C'est plus. C'est beaucoup plus. J'ai beaucoup plus. Ouais. Alors, Et ben, en fait, c'est à peu près 10 000 par an. 10 000. Et les accidents de la route, tu sais combien? Donc, tu m'avais dit plus. Ouais. Ouais. Moi, Et je en fait, pense c'est que beaucoup moins. C'est 3 000 par an, à peu près. Ok. Donc, en fait, Ah oui, mais c'est genre les morts par accident de la route. en Ouais. fait. Ok. et donc, du coup, les morts par accident de la route, c'est environ 3 000 par an. Mais ça, je le savais, ça. Ouais, je sais, hein. Et les morts par suicide, c'est environ un peu moins de 10 000 par an, Ok. dû à la prévention. Les taux ont pas mal diminué ces derniers temps, mais on voit que c'est proprement énorme par rapport aux accidents de la route. Donc la prévention du suicide est en fait super capitale. On nous bassine, en fait, on nous casse les noix sans arrêt avec la prévention routière, ce qui est probablement important et qui sauve des vies. Mais on peut imaginer que si on déployait les mêmes forces vis-à-vis de la prévention du suicide, eh ben ça permettrait aussi de diminuer aussi les taux de suicide qui sont très importants, quoi. Ça plombe un peu. Ouais, ça plombe, ouais. Ok. Ça plombe, mais c'est le truc avec les accidents de la route, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, on en parle souvent, et on voit que c'est complètement rentré dans les mœurs. Le fait de mettre sa ceinture, pas rouler trop vite, l'alcool, et on voit, en fait, c'est complètement intégré, y compris chez les jeunes. Enfin, moi, j'ai la petite sœur de ma compagne, qui a 20 ans, et du coup, genre, c'est impossible maintenant qu'ils sortent sans avoir un SAM, et que plus personne conduit bourré, quoi. Enfin, plus personne. En tout cas, très peu. Plus personne met pas la C'est ceinture. Et en fait, je me dis, putain, si on avait exactement le même truc sur la prévention du suicide, franchement, on limiterait peut-être encore de 2, 3, 4 000 par an le nombre de morts par suicide. Et en fait, on verra, enfin, j'espère en tout cas, au fur et à mesure de notre échange, qu'en fait, il y a des trucs à faire, quoi. Ouais. Ok. Mais du coup, tu parles de prévention, enfin, tu parles du SAM. Ouais. J'en ai bien entendu parler.
Prévention suicide. Ouais. Et c'est qui le SAM pour la prévention du suicide? Bah ouais, moi je l'ai pas entendu. Et ben en fait, ça peut être n'importe quel fifou, n'importe quel connard. En fait, ça peut être toi. Comme vous y allez. Ouais, c'est ça. Ça peut être toi, ça peut être moi. En fait, ça peut être n'importe qui. En fait, le truc, c'est de se dire aussi, on n'y pense pas forcément, mais pour plein de raisons. En fait, le suicide, c'est un sujet qui est très difficile à aborder, qui semble aussi tabou, alors qu'en fait, on en reparlera, mais c'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas le bon réflexe à avoir d'avoir un peu une omerta sur ça. Et en fait, le truc, c'est de pouvoir aussi, quand quelqu'un va pas bien, pouvoir aussi simplement, ne serait-ce que poser la question. Est-ce que t'as des idées suicidaires? Est-ce que t'as déjà pensé à mettre fin à tes jours? Et en fait... alors là, je fais du coup un peu voilà, mais si je dis ça à une personne qui est vraiment pas bien, ouais. Imagine quelqu'un qui est vraiment pas bien, ouais. qui est au bout, qu'on a marre, qui trouve pas de solution à sa vie, et peut-être qu'il n'y a pas de solution pour être bien, qu'on n'en voit pas non plus. Mon voisin, par exemple. Okay. Je sais pas, j'en ai pas, enfin, ça me concerne pas directement, mais imagine. Eh ben, tu crois pas que si je lui dis, est-ce que t'as des idées, t'as envie de te suicider, tu crois pas que il peut se dire, en fait, il a raison, ce con-là. J'ai pas de solution, il peut pas m'aider. S'il me pose la question, c'est qu'il y a pas de solution, donc je vais le faire, quoi. Ouais. Et ben, en fait, ça, c'est une des premières idées reçues, en fait, sur le suicide. Et en fait, c'est pour ça que les gens en parlent finalement très peu autour d'eux. Parce qu'en fait, les gens ont peur, en fait, d'en parler, en tout cas, de poser la question des idées suicidaires ou du suicide, et ben en fait les gens vont passer à l'acte. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. En fait, il y a plein d'études qui le montrent, mais de manière plus psychologique, en fait, pour dire le pourquoi du comment. En fait, si on n'a pas d'idée suicidaire, et ben en fait le fait de parler de suicide, et ben c'est pas un truc qui va favoriser les passages à l'acte. Les gens vont pas passer à l'acte parce qu'en fait, on le verra bien dans un des termes clés vis-à-vis du suicide, c'est l'ambivalence. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ça fait un peu terme technique. Mais du coup, bref, ceux qui n'ont pas d'idées suicidaires, le fait d'en parler, ça les fera pas passer à l'acte. Et au contraire, ceux qui ont des idées suicidaires, le fait de parler de suicide, au contraire, ça a plutôt une valeur, en fait, un peu protectrice. Le fait de se dire, ok, c'est pas un sujet tabou, je peux en parler. La personne, elle a bien compris à quel point je pouvais être mal. Et en fait, ça force pas du tout de passage à l'acte, et au contraire, c'est même plutôt protecteur d'en parler. Alors, mais c'est un peu contre-intuitif. Ouais, et du coup, je vais te reposer une question que je pense que pas mal de gens se posent, comme la précédente. Du coup. C'est... Est-ce que le suicide tue? Oui. J'ai perdu ma question. Ok. Bravo. Et voilà, l'effet du jus de pomme. Du jus de pomme que vous avez vu en stéréo, du coup. L'effet du jus de pomme est quand même très important. Mais vu que t'as un blanc, moi, je peux peut-être rebondir, parce qu'en fait, j'ai vraiment plein de trucs à dire, mais il y a des termes un peu techniques vis-à-vis du suicide. Oui. Donc il y a les suicidaires, les suicidants et les suicidés. Les suicideux. Ouais, c'est ça. Suicidaz. Ouais, c'est ça. Mais du coup, plus sérieusement, parce que je pense qu'on en fera un peu référence dans notre échange, mais les suicidaires, quand on dit quelqu'un qui est suicidaire, c'est quelqu'un qui a des idées suicidaires, qui est pas forcément passé à l'acte. Un suicidant, c'est quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, mais qui s'est raté. Raté, on n'utilise pas trop ces termes-là, mais... J'utilise ce terme-là. Okay. Ouais. En tout cas, la tentative de suicide n'a pas abouti. Okay. Et puis, les suicidés, c'est les personnes, du coup, qui sont décédées par suicide. Voilà. Du coup, ok. Et qui sont mortes. Voilà. On peut dire mort aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, ça, c'est les termes un peu techniques, mais on verra que c'est l'épidémiologie, en tout cas, l'étude des idées suicidaires, l'étude des personnes, des suicidants, des suicidés, c'est assez complexe. Et donc, du coup, d'avoir les termes un peu techniques, des fois, ça facilite un peu l'échange. Voilà, c'était pour faire un peu le pédant, tu vois, un peu pour me la péter, quoi. Vous faites très bien le pédant, professeur. J'adore. Vous êtes un très bon pédant. Voire des fois un gros pédant. C'est ça. Un sacré pédant. Les petits pédestres. Les petits pédestres. Ok. Est-ce que t'as retrouvé ta question? Eh ben, absolument pas, mais c'est pas grave. Okay. Parce que du coup, j'en ai pas d'autres. Ok. Parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Non, c'est pas vrai. C'est dommage pour un podcast de santé mentale. Ah, ouais, ok. Ouais. Ah, parce que ça fait partie de la santé mentale. Ouais. Ok. Ouais. Ah, je peux peut-être rebondir là-dessus, en tout cas, le temps que tu trouves ta question, mais... Non, mais je tends des perches, moi, t'en fais ce que tu veux. Ça va. Mais le truc, ce qui est vraiment très intéressant vis-à-vis du... C'est quoi la santé mentale? Non. Et pourtant, c'est intéressant. Ouais. Mais vis-à-vis du suicide, moi, j'aime bien le classer un peu hors champ de la santé mentale, parce qu'en fait, ça peut arriver vraiment à n'importe qui.
C'est-à-dire que le fait d'avoir des idées suicidaires, en fait, vraiment, ça peut toucher toutes les catégories socio-professionnelles, à tous les âges, à tous les sexes. Ça touche pas plus les hommes que les femmes. C'est compliqué. Les suicidés sont plus nombreux chez les hommes. En fait, on s'aperçoit que les suicidants sont plus majoritairement des femmes. Les femmes font plus de tentatives de suicide, mais les hommes en font moins, mais par contre meurent plus par suicide que les femmes. Genre, juste avant, on a parlé de Roger, notre ami chasseur qui mange son saucisson. Ouais. Qui a une arme à feu chez lui, parce qu'il est chasseur. Ouais. Et du coup, lui, on se rate moins avec une arme à feu. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, le truc, c'est que c'est pas un mode d'emploi, du coup, qu'on donne à nos auditeurs. C'est ça. Faut pas leur dire privilégier l'arme à feu ou la corde. Ouais. Bien sûr, en fait. Les médicaments, ça marche moins. Ouais, c'est ça. Et donc, les femmes auraient plus recours aux médicaments. Ouais, c'est bien ça, ouais. T'as tout compris. En fait, je fais semblant, mais je sais quand même de Bah oui, mais c'est pour ça que t'es général. mais du coup, ouais, effectivement, en fait, les différents taux de suicide sont principalement liés, pas tellement en termes d'intention, parce que l'intentionnalité suicidaire est souvent équivalente entre les hommes et les femmes, mais c'est plus les moyens qui diffèrent. Et effectivement, les moyens sont beaucoup plus létaux, sont beaucoup plus dangereux chez les moyens utilisés par les hommes que par les femmes. Donc évidemment, armes à feu et pendaison majoritairement par les hommes. Okay. Plutôt les tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, ce qu'on appelle l'IMV, par les femmes. Waouh. Ouais. Super. Ok. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Il y a des trucs qu'il faudrait pas faire. Par exemple, si j'ai mon voisin là, ne pas faire. Ouais, en fait le truc, parce que t'as dit ce qu'il fallait faire, mais en fait c'est compliqué quand on a dans notre entourage quelqu'un qui va pas bien. Ouais. Souvent, c'est pas quand tu vas voir quelqu'un qui va pas bien, tu peux avoir peur en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'évite? En fait le truc c'est que déjà, le premier truc, c'est éviter de se mettre en difficulté soi-même. C'est-à-dire que si on veut aider les gens, il faut être suffisamment bien pour pouvoir les aider, quoi. Et c'est un peu la métaphore un peu du phare ou du tuteur, c'est-à-dire qu'il faut déjà être solide soi pour pouvoir aider quelqu'un, quoi. Mm-hmm. Si on n'est pas à l'aise avec ce sujet-là, il vaut mieux pas se lancer dans un truc qu'on pourra pas faire, quoi. Mmh. Voilà. Et du coup, le premier truc, c'est déjà se sentir suffisamment solide pour pouvoir aider quelqu'un. Une fois qu'on se sent suffisamment solide, il y a quelques bons réflexes. On en reparlera aussi durant cet échange. Mais globalement, voilà, c'est d'être présent, d'être focus, d'être concentré avec la personne. Principalement de pas être jugeant. En fait, c'est vraiment on va reparler de Carl Rogers, ouais. Mais en tout cas, d'essayer écoute active. Ouais, c'est ça. Écoute active. Ne pas juger. C'est vraiment, on parlera probablement aussi dans une autre intervention, dans une autre émission, mais de changer de focale, et c'est-à-dire d'abandonner sa focale propre et de se mettre aussi à la place de l'autre, changer de référentiel et se mettre dans le référentiel de l'autre. Mm-hmm. On parle par exemple souvent un peu des gouttes d'eau qui font déborder le vase, on reparlera aussi de ça, mais souvent par exemple pour les vieux c'est la perte d'un animal domestique et on peut se dire putain c'est la mère Michel qui a perdu son chat genre il est mort. Ouais. Et en fait le truc c'est que on a plein de personnes âgées en fait qui passent à l'acte, qui font des tentatives de suicide après la perte d'un animal domestique, et on pourrait se dire avec nos yeux tu sais franchement Félix tu le retrouveras, tu vois, on t'en reprendra un. Mais ça c'est avec mes yeux, quoi. Et quand on regarde avec les yeux de la personne, et en fait on s'aperçoit du coup probablement la mère Michel avait perdu son mari avant son chat, et qu'en fait c'était un peu le dernier truc qui lui restait, que c'était très important, c'est peut-être aussi la seule présence qu'elle pouvait avoir, et que du coup ça représente énormément. Donc un des conseils, parce que après le but c'est pas de donner aussi une formation pour savoir comment faire et comment gérer une crise suicidaire, mais c'est plutôt voilà de pas être jugeant et de pas regarder avec nos yeux, mais d'essayer plutôt de regarder avec les yeux d'autres, en tout cas de se mettre un peu à sa place, quoi. Et j'ai retrouvé ma question. Ouais. Putain, je l'ai reperdue. Et vous savez que le général est amnésique. Je l'ai retrouvé. Okay. C'est formidable. Je vis des montagnes russes, c'est pas. Okay. Et non, on entend aussi dans ce qui se dit, c'est que les gens qui en parlent, ils le font pas. Et les gens qui s'il en parle, c'est pas grave, il le fera pas. Ok. Mais s'il en parle pas, là, par contre. Ouais. Et en tout cas, super bonne. Ça marche ça ou pas? Ouais, super bonne question. En fait, le truc, c'est que pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais devoir faire une grosse parenthèse.
En fait, une toute petite parenthèse et une très grosse parenthèse. Wow. Que de parenthèses. Ouais, c'est ça. La première toute petite parenthèse, c'est que en médecine et plus généralement dans la vie, il faut jamais dire jamais et jamais toujours. Ça, tu viens de le dire plein de fois. Ouais, mais c'est jamais, jamais, jamais toujours. Ça, c'est le premier truc à dire. Et puis, y a pas de loi unique, obligatoire, qui marche tout le temps. C'est la première parenthèse, je la referme. Deuxième parenthèse, il faut vraiment en fait comprendre le modèle psychologique de la crise suicidaire. Et là, je vais faire une grosse parenthèse, il y en a peut-être pour quelques minutes, donc accrochez-vous, quoi. En fait, le modèle de suicide, c'est un modèle de crise. C'est-à-dire que une crise, ça a un début, une fin, mais ça a un côté restreint dans le temps. En fait, les gens vont commencer à avoir des idées suicidaires de manière un peu automatique, un peu malgré eux, au tout début, quand ils vont être soumis à un certain degré de souffrance. En fait, le fait d'avoir des idées suicidaires, ça traduit une certaine intensité à la souffrance. Et donc, le cerveau, lui, est programmé pour essayer d'éviter de souffrir. C'est son but. Donc, il va être tourné vers une résolution de problème, et la résolution du problème, c'est d'essayer d'arrêter de souffrir. Comment ça va se passer ? Eh ben, en fait, au tout départ, on va commencer à avoir des idées suicidaires, ce qu'on appelle passives. C'est-à-dire que on va commencer le cerveau, un peu même sans que ce soit réellement nous, sans que ce soit nous qui pensions ces idées-là, mais c'est de se dire, en fait, si je mourais, si par exemple j'avais une maladie grave, ou je me faisais écraser par un bus mais sans le vouloir, sans faire attention, je traverse la rue pour aller m'acheter des clopes, et je regarde pas, je me fais écraser, et ben franchement ce serait peut-être pas mal. Parce qu'en fait je souffrirais moins. Ça c'est des idées passives. Ok, suicidaires. Ça c'est des idées suicidaires, passives, de se dire, en fait, si je mourrais, sans avoir l'intention de me donner la mort, sans que je fasse exprès, et ben ça me soulagerait parce que il faut que la souffrance elle s'arrête. Pour recroiser un peu avec des mots qu'on entend, des idées noires du coup, c'est... Eh ben en fait, moi j'utilise pas du tout ce terme-là parce que idées noires... Mais c'est des mots qu'on entend souvent. Ouais, bien sûr, ouais. Et ben en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est super difficile parce que ça recouvre plein de trucs. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont dire j'ai des idées noires, c'est des idées suicidaires. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui vont dire j'ai des idées noires, j'ai des ruminations anxieuses, ou alors je fais des cauchemars, ou alors je me sens triste, j'ai des idées de dépression, d'autodévalorisation. Donc, il faut pas hésiter justement à mettre le mot, que les choses soient bien claires quand on en parle. Mais du coup, donc ça peut recouvrir les idées noires, mais c'est des idées suicidaires passives. Et en fait, dans ce modèle de crise, si on n'arrive pas par des stratégies, mais on reparlera des stratégies juste après, mais si on n'arrive pas à mettre en place des choses qui nous font du bien ou qui évitent la souffrance, et ben en fait, on va commencer à écluser un peu notre stock de solutions. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de l'entonnoir. Et c'est un truc qui est super intéressant dans la compréhension du suicide. C'est-à-dire que, peu à peu, on va commencer à penser le suicide comme étant une solution de plus en plus acceptable. C'est-à-dire que, les autres solutions qu'on avait pour essayer de gérer notre souffrance ne marchent plus. Et par contraste, les idées suicidaires prennent plus de place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une. C'est ça. Mais en fait, là, on brûle pas mal d'étapes. Si on va dans l'entonnoir, donc on a dit qu'au départ, dans l'entonnoir, les idées suicidaires passives, donc si je me fais genre écraser par un bus, elles sont vraiment toutes petites par rapport à toutes les autres solutions. Donc les autres professeurs fait un beau dessin. Ouais. Les autres solutions, c'est, je vais déménager, je vais trouver un nouveau boulot, trouver une nouvelle copine, bref, etc., etc. Et en fait, on essaie quelques stratégies, puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a moins de stratégies possibles parce que celles qu'on a mis en place, elles marchent pas trop. Et en fait, c'est plus tellement là de se dire si je me fais écraser, mais c'est de se dire je pourrais peut-être éventuellement me buter sans avoir un scénario particulier, mais je pourrais envisager de le faire moi-même tellement je souffre pour que la souffrance elle s'arrête. Et puis au fur et à mesure, les solutions qu'on va à nouveau essayer de mettre en place pour essayer de gérer, elles marchent pas. Et en fait, plus on va aller loin dans l'entonnoir, plus on va se rapprocher du goulot d'étranglement. Et en fait, plus les stratégies qu'on va mettre en place, elles sont nulles à chier, mais vraiment nazes. C'est-à-dire que souvent, le premier truc, c'est de se dire ok, je suis pas bien en ce moment, je vais me mettre une grosse caillasse ce soir, je vais boire toute ma bouteille de vin rouge, et même plus encore,
Et en fait, pendant 1 heure ou 2, je vais avoir la paix parce que je vais être vraiment sous. Le seul truc, c'est que ça, c'est une bonne stratégie à très court terme. Pendant les 2 heures, je serai bien, et le lendemain, je vais avoir une putain de gueule de bois. Je vais être fatigué, je vais arriver en retard au taf, et du coup, je vais avoir d'autres problèmes, ce qui va accentuer ma souffrance, et je vais aller un cran plus loin dans l'entonnoir. Ce qui t'arrive Jamais. Tous les matins. Okay. Non. Il me semble. Et bref, et ensuite, on va arriver au point où les idées suicidaires deviennent un peu plus fortes. Et c'est-à-dire que là, j'ai non seulement des idées suicidaires, je me dis, je pourrais mettre fin à mes jours, mais j'envisage un scénario. J'envisage, de me pendre. Et du coup, ces idées-là restent présentes. J'essaie à nouveau de trouver d'autres solutions, mais vu que j'ai été bourré et que je me suis pris la tête avec mon patron parce que j'étais encore en retard, parce que j'étais à nouveau bourré, et ben du coup, et vu que je suis pas très bien, plutôt que de discuter et de m'excuser auprès de lui, et ben je lui dis, tu sais quoi, Roger, tu me fais chier, tu vois. Et en fait, je vais démissionner. Tu vois, c'est le même Roger. Ouais, c'est le même Roger saucisson. Ouais. Bref, en fait, je démissionne. Et en fait, je vais avoir d'autres problèmes. Et en fait, je vais aller encore un cran. Jusqu'au point, en fait, où on va écluser tout notre stock de solutions. On va penser avoir éclusé tout notre stock. En fait, il y en a plein d'autres, mais on les voit plus. Parce que plus on est loin dans l'entonnoir, en fait, moins il y a de lumière. Moins il y a de lumière, et plus on est rigide au niveau cognitif. Je pense que quand, je sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà été pris dans certains conflits. Ils sont rigides cognitifs. Ouais, c'est ça. Non, mais dans des moments où, sans parler de suicide, mais des fois quand on n'est pas bien, on s'aperçoit qu'on est effectivement plus rigide, on a du mal à trouver des solutions, on voit pas les choses de manière très claire. Et en fait, le modèle de crise suicidaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va penser qu'on a vraiment plus d'autres solutions possibles, alors qu'en fait, il y en existe plein, mais en fait, on ne les voit plus. Et quelqu'un d'extérieur pourra facilement lui les voir. Jusqu'au point où on arrive, où on est, cette fois, tout au bout de l'entonnoir, vraiment tout en bas, avec comme plus qu'unique solution, le suicide, c'est-à-dire que on a à la fois des idées suicidaires, un scénario et une date de prévu. Et du coup, c'est la seule chose pour arrêter la souffrance. Et donc, on arrive vraiment peut-être au seul truc à comprendre, et si on comprend ce truc-là au niveau psychologique, on a tout compris à la prévention du suicide. Et comment les personnes réagissent et comment les personnes pensent. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans un processus de crise suicidaire, qui sont dans l'entonnoir, elles sont ambivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire ambivalente? C'est qu'elles expriment, elles sont prises entre deux feux, entre deux choses psychologiques différentes. À la fois, elles sont prises par l'envie que la souffrance s'arrête, et le suicide n'est qu'un moyen pour que la souffrance s'arrête, c'est pas du tout une fin en soi. Et puis l'envie de vivre, parce qu'en fait on a tous envie de vivre. Breaking news, il n'y a pas de pulsion de mort, en fait il y a que de la pulsion de vie. Et le fait d'arrêter la souffrance, c'est aussi de la pulsion de vie. C'est radical, mais c'est aussi de la pulsion de vie. Et en fait les gens, ils sont pris entre ces deux feux-là, c'est-à-dire il faut absolument que la souffrance s'arrête parce que c'est insupportable. Et ce que les gens disent, c'est que c'est aussi insupportable qu'une douleur physique. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ils se suicident, c'est-à-dire que c'est plus supportable. Il faut envisager que la douleur morale elle est tellement importante que c'est plus supportable, c'est plus soutenable. Mais en même temps, elles ont envie de vivre. Ce qui fait que souvent les personnes qui sont dans un processus de crise suicidaire, qui sont avancées dans l'entonnoir, en fait font des trucs ambivalents et ça se traduit dans leur comportement. C'est-à-dire que je vais dire que j'ai envie de me suicider, mais en même temps, je vais quand même essayer de le faire. Et en fait, on voit tout ça et nous, ça nous paraît complètement incohérent, ça. Ça nous paraît complètement bête de se dire, attends, s'il a vraiment envie de se suicider, pourquoi il m'en parle? Et en fait, ça traduit vraiment cette ambivalence-là. J'en parle parce que j'ai envie de vivre, mais en même temps, je vais pas le dire à tout le monde. Il y a des moments où je vais en parler, d'autres moments où je vais pas en parler. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Alors, ça ne sont pas mes propos, ouais. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait, ouais, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont juste fragiles et c'est un peu une faiblesse d'arriver là. Ils sont, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un peu de la lâcheté et le suicide. Et en fait, ça, c'est vraiment c'est une idée reçue qui est forte, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une représentation, mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont dire, en fait, c'est assez courageux. Oui, mais là, c'est pas la question. Ok, ça va. Ok, je traiterai que cet angle-là. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, vraiment, ça peut nous arriver à tous. Et on a vraiment des exemples dans l'histoire de personnes qui étaient très fortes, pas du tout fragiles et qui sont quand même passées à l'acte au niveau suicidaire. En fait, c'est une question de combat permanent entre des facteurs de risque et des facteurs de protection.
En fait, effectivement, on a tous une taille d'entonnoir différente. Et là, je sens plein de sarcasme. Mais en fait, les gens arrivent plus ou moins vite dans des crises suicidaires. On n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà eu, par exemple, on sait, les études, elles montrent que quand il y a quelqu'un qui a été violenté dans l'enfance, qui a manqué d'affection, eh ben, il a un entonnoir qui est beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'il va passer beaucoup plus rapidement entre des idées suicidaires passives et des idées suicidaires actives. Ou alors les gens impulsifs. On sait que l'impulsivité, c'est conduit un peu génétiquement. Donc on n'est pas tous égaux, mais ça peut toucher tout le monde, et c'est-à-dire que c'est vraiment un combat permanent entre des facteurs de protection, un soutien social, une bonne estime de soi, le sport, etc., et des facteurs de stress très importants. Donc on peut envisager aussi que même si on est très bien structuré, qu'on a un entonnoir qui est très long, et si on perd toute sa famille dans un accident de voiture, qu'on subit un plan de licenciement, et puis qu'il y a une catastrophe naturelle ou autre, ça ira peut-être mieux qu'avant, en fait. C'est ça, ouais. Mais voilà, on peut envisager que c'est on dépasse nos capacités d'adaptation, notre capacité de résilience, et qu'on peut arriver jusqu'à des idées suicidaires. Et vraiment, j'insiste, ça peut toucher tout le monde. Et c'est pour répondre sur la question de la lâcheté, du courage. Moi, je trouve que c'est pas tellement dans ces termes que les débats se passent pour les personnes qui sont dans un processus de crise suicidaire. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Mais le truc, c'est que je t'en parle parce que vraiment, on l'entend. Ouais, bien sûr. Et le truc, c'est que voilà, faut imaginer que la douleur morale est tellement insupportable que si les gens n'ont vraiment pas d'autre solution et ils sont pris dans cette sorte de rigidité cognitive qui font qu'ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. Ok. Mais du coup, pour juste revenir là, je me faisais la réflexion qu'on n'en entendait quand même pas beaucoup parler, malgré l'importance que ça peut avoir sur le plan démographique, comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec tes beaux petits chiffres et tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on entend si peu parler? Qu'est-ce qui fait que, si je prends un parallèle toujours dans la santé mentale avec récemment quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui va buter quelqu'un, le découper et mettre dans une valise, on entend parler pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et chaque fois qu'il y a un nouveau fait comme ça, on entend parler à fond de cale. Et c'est dramatique. Ça concerne une personne, du coup. Et du coup, on entend beaucoup parler. Qu'est-ce qui fait que les suicides, ils sont plus nombreux, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'on entend à ce point-là peu parler dans les médias? C'est compliqué. Déjà, tout d'abord, c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui parle de la mort, qui parle de la souffrance. Donc, c'est des trucs dont on n'a pas vraiment envie de parler. Et c'est aussi compréhensible. Enfin, moi, j'ai pas envie d'entendre parler du suicide toute la journée. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est déjà un des premiers obstacles. Aussi, le fait que c'est un certain tabou culturel, le suicide. Donc, ces 2 raisons-là, je pense, expliquent déjà beaucoup un peu la faible diffusion, et aussi le fait que les gens ont peur aussi en parlant. Là, c'est un peu la première idée reçue que tu m'as énoncée, mais c'est de se dire, si on en parle, les gens vont passer à l'acte. Et en fait, ça, c'est aussi une idée qui est très répandue. Puis j'ai eu une anecdote il y a pas longtemps. Je devais aller faire une intervention justement pour parler du suicide et parler en tout cas de psychiatrie et parler de psychologie. Et en fait, le responsable national de l'organisation où je devais aller a dit non, mais en fait, je pense que ce serait mieux de faire un truc sur la schizophrénie plutôt que le suicide parce que j'ai pas envie que les gens se suicident, quoi. Et en fait, j'ai essayé de lui dire plusieurs fois qu'en fait, c'était justement bien d'en parler avec les arguments que j'ai eus, mais voilà, pour lui, c'était trop impactant pour les gens. Et donc voilà, il y a vraiment cette la peur de passage à l'acte, sujet difficile. Voilà. Mais du coup, alors, on n'en a jamais parlé vraiment ensemble, mais j'allais pas te parler de tes idées. On n'a jamais parlé vraiment ensemble, mais il y a pas une notion de contagiosité? Très très bonne question. C'est ça, tu vois, très bonne question. Parce que j'aimerais bien que tu vraiment on n'en a pas parlé. Ouais. Et en fait, la petite histoire, ça c'est un truc super amusant, mais en fait, on s'est rendu compte. Comme quoi le suicide. Incroyable. Mais c'était très amusant parce que ça touchait l'Allemagne. Et du coup, on est content quand il y a une baisse démographique en Allemagne. Non, je dis ça pour rigoler. Bien sûr. Je suis parti en Allemagne. J'ai déjà une petite idée. Dans ce politique. Non, je suis parti en Allemagne et c'était vraiment très bien. Ça a cassé tous mes préjugés des Allemands un peu froids, distants, et en fait ils avaient été très chaleureux, donc bref, je retire ce que j'ai dit. Mais en fait c'était en Bavière à l'époque de Goethe, et en fait Goethe il a écrit un bouquin un peu mièvre qui s'appelait Les souffrances du jeune Werther,
Et en fait, c'est un bouquin dans lequel l'histoire, le pitch en gros, c'est un espèce de soldat prussien qui tombe amoureux d'une nana. Et en fait, histoire super improbable. C'est l'histoire d'un amour impossible encore un. Et en fait, le jeune Werther en fait finit par se suicider. Et en fait, ça a été décrit de manière très romantique, très valorisante. C'est romantique. Enfin, ouais. Dans la mouvance romantique, c'est ça. Romantique dans la littérature. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, décrit de manière dans le bouquin très valorisée, très valorisante, quelque chose de. Roméo et Juliette, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, lors de la diffusion du livre, en fait, il y a eu une vague de suicides. Alors, pas colossale, mais il y a beaucoup de jeunes, en tout cas. Ça a cassé les statistiques de l'époque. Alors, il n'y a pas vraiment de statistiques à l'époque, mais ça a été vraiment répertorié comme une hausse du taux de suicide très important parmi les jeunes. Et en fait, on appelle ça maintenant l'effet Werther. En gros, c'est ça, Werther original, l'effet suicide. Mais plus sérieusement, du coup, j'étais sérieux. Ouais. Ok. On cherche à faire de la prévention autour de l'effet justement Werther, et on cherche même justement à faire l'effet inverse, et c'est ce qu'on appelle l'effet Papageno. L'autre anecdote, c'est que dans la flûte enchantée, Papageno, ouais. Dans la flûte enchantée de Mozart, je crois, il y a quelqu'un qui parle à un gars qui veut se suicider, et en fait, du coup, en échangeant bien sur la situation, il arrive à le protéger du suicide. Et donc, c'est un des 5 piliers, l'effet Papageno, qu'on recherche dans la stratégie autour de la prévention du suicide. En gros, c'est une super question parce que ça me permet d'embrayer sur la prévention, mais... Et encore, on pourra mettre un petit bout de Papageno, parce que du coup, Mozart, c'est libre de droit, je crois, maintenant. Ok. Je peux en mettre. Impeccable. Petit bout de... Ouais, on fera ça. Enfin, je fais mieux, mais c'est quand même bien que les gens se ça. rendent... Mais du coup, les 5 piliers de la prévention du suicide, c'est tout d'abord l'information de la population générale. Que la population générale puisse se dire, ok, je vois ce que c'est que le suicide, je vois un peu à quoi ça ressemble, j'en ai pas peur et on peut en discuter. Ça, c'est l'information de la population générale, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la formation de professionnels qui font de la bonne prévention du suicide. Donc, vraiment former les professionnels de santé et même un peu ailleurs. Mais si on a le temps, on pourra en reparler un peu plus. Mais voilà, former les professionnels à ce que tout le monde ait le même langage. Les suicidants, les suicidés, les suicidaires, etc., etc. Ensuite, le troisième pilier, c'est le numéro vert. On s'aperçoit que du coup, d'avoir un numéro de téléphone, une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est super important. C'est réclamé depuis des années par l'OMS. Dans tous les pays. Et en fait, ça, c'est la nouvelle ligne téléphonique, le 3114, donc le numéro national de prévention du suicide, le 3114, qui est une super ligne téléphonique. C'est vraiment incroyable. C'est des infirmières et des psychos qui répondent au téléphone, qui sont formés spécifiquement, qui ont plein de patients, j'en connais quelques-unes. Et donc, c'est vraiment admirable, et je pense que c'est vraiment un atout de poids, quoi. Et le fait d'avoir l'assurance d'avoir quelqu'un rapidement, alors des fois faut attendre un petit peu, mais c'est quand même franchement rapide. Au bout de quelques secondes, quelques minutes, tout au plus, on peut avoir quelqu'un au téléphone, donc ça c'est le top. Alors, on n'est pas là pour faire la promo, mais ça ne concerne que les questions. J'ignore totalement la réponse, je le joue à la Candide, après Werther. Ça ne concerne que les personnes qui ont des idées suicidaires, en fait. Eh ben, très bien, ça me permet de faire une super parenthèse. C'est ça. En fait, ça concerne 4 types de situations. La première, les personnes directement impactées par soit de la souffrance, soit des idées suicidaires. C'est-à-dire qu'on peut appeler aussi le 3114, même si on n'a pas d'idées suicidaires et qu'on se sent très mal et qu'on a besoin d'aide. Donc on peut appeler le 3114, mais on peut aussi appeler le 3114 quand on a des idées suicidaires, avec un scénario, sans scénario, même si on vient de passer à l'acte ou qu'on a passé à l'acte il y a quelques temps, on peut appeler le 3114 pour avoir de l'aide. Il n'y a que quand on est suicidé, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'on peut plus, ouais. C'est ça. Mais ensuite, il peut y avoir, en fait, tu me casses dans mon ordre, mais effectivement, les proches des personnes, des proches des suicidés, peuvent aussi appeler le 3114, de se dire, voilà, je suis endeuillé par suicide. On sait que c'est quelque chose d'affreux, en fait, c'est ça qui représente aussi le coût du suicide. On parlera peut-être un peu de ça
aussi si on a le temps rapidement, mais on sait que c'est terrible pour les personnes endeuillées par suicide. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est très complexe et du coup les répondants du 3114 sont formés aussi pour essayer d'aider au mieux les endeuillés par suicide. Ça c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure c'est les proches et les amis, la famille qui peuvent appeler au sujet d'une inquiétude. Bonjour, je vous appelle, j'ai mon mari qui m'a dit je sais pas si je rentrerai ce soir, j'ai l'impression que ma vie ne vaut rien, ou des propos comme ça. Non, votre mari est infidèle. C'est ça, non, il rentrera pas, il paraît que sa maîtresse, non. Mais plutôt dans le sens, voilà, je suis inquiet et du coup, je sais. Besoin d'en parler. Ouais, et puis je sais pas comment faire, quoi. Est-ce que je peux lui poser la question? Est-ce que je peux pas lui poser la question? S'il me dit oui, qu'est-ce que je fais? Bref. Et là, en fait, vous serez bien coaché. Il peut y avoir aussi des rappels de la part du 3114 de dire, attendez, rappelez-moi aussi quand votre mari sera là. Puis du coup, moi, j'essaierai de l'avoir directement au téléphone, voilà. Et puis la troisième chose, c'est aussi les professionnels de santé ou non. Pareil, j'appelle le 3114, je sais pas comment faire. Où est-ce que je peux amener la personne? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? L'exemple typique, c'est l'aide-soignante qui va faire une toilette le soir et puis qui va voir une personne âgée et puis qui lui dit j'ai peut-être plus envie de continuer de vivre. Et puis quand on n'est pas formé, on a du mal à à savoir exactement à gérer ça. Donc j'appelle le 3114 et je demande conseil, quoi. Juste, c'est gratuit? Ouais, gratuit, ouais, bien sûr. C'est anonyme? C'est anonyme, c'est confidentiel. En fait, Okay. Les répondants, ils demandent quand même l'identité parce qu'en fait, ils remplissent dans un logiciel l'identité de la personne pour que si jamais ils rappellent qu'on puisse déjà avoir les infos, quoi, que la personne soit pas obligée de tout raconter parce que des fois, il faut appeler 2-3 fois. Mais le 3114 ne va pas rappeler la personne pour qui je suis inquiet, par exemple. Ou... Eh ça peut arriver. On peut convenir avec le 3114 peut convenir avec les personnes de dire attendez. Peut-être se rappeler. C'est sûr, quoi. Ils le feront pas si je donne pas mon accord. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, c'est toujours fait avec la vie de la personne. Okay. Et puis les endeuillés par suicide. Donc voilà, on a les 4 situations. Et ça, c'était le troisième pilier de la prévention autour du suicide. Donc si je résume, information de la population générale, premier pilier. Deuxième pilier, formation des professionnels de santé. Troisième pilier, le 3114. Quatrième pilier, ce qu'on appelle vigilance, c'est les dispositifs de recontact. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une tentative de suicide, on essaie toujours de l'inclure dans ce programme vigilance où il y a des rappels téléphoniques après une tentative de suicide. Il peut y avoir aussi des envois de cartes postales à plus long terme, mais ce qui fait que il y a une sorte de lien qui est gardé avec quelqu'un. Et ça marche. Et ça marche, ouais. D'accord. Les études, elles montrent que ça marche très bien. Et puis le cinquième pilier, on en a parlé, mais c'est l'effet Papageno, c'est la formation des journalistes pour qu'ils parlent du suicide d'une certaine manière dans les journaux. Et un exemple intéressant, c'est que, pareil, pour reparler un peu de l'effet Werther, mais vraiment la fonction dont on en parle dans les journaux influence beaucoup. Par exemple, on sait que Marilyn Monroe, il y a eu une vague de suicides très importante parce que les journalistes en ont parlé d'une certaine manière, d'un truc plutôt valorisant, avec comment elle s'y était, comment ça s'était passé. Elle restera éternelle. Voilà. Par exemple, pour Kurt Cobain, ça a été très différent. En fait, rapidement après le suicide de Kurt Cobain, sa veuve en a parlé, et du coup, on a parlé d'une manière très efficace en disant que c'était très triste, que c'était surtout la souffrance qui l'ait conduit à se suicider, qu'il y avait rien de romantique qui les laissait aussi en difficulté, et que voilà, ça avait rien de transcendant, rien de très fun, rien de romantique. Et ce qui fait que il n'y a pas eu de contagiosité suicidaire, il n'y a pas eu de cluster, ce qu'on appelle de contagiosité suicidaire au décès de Kurt Cobain, alors qu'il était lui-même une sorte d'idole dans l'Amérique des années 90-2000. Ouais, 90 à fond. 90-2000, ouais. Il est mort, Ouais, je sais pas. Mais voilà. Et du coup, ça, c'est les 5 axes de la prévention autour du suicide. Et si dans un territoire on a le déploiement un peu de plusieurs stratégies à la fois, normalement on a une diminution un peu significative des taux de suicide. 5 avril 94. Ok. Ah ouais, putain, ok. Donc voilà un peu pour les stratégies générales vis-à-vis de la prévention du suicide. Mm-hmm. Donc j'ai fait une énorme parenthèse. C'était la petite, ça, ou c'était la grande? Ça, c'était la grande. Ah ouais, ça va. Okay. Voilà. Ok.
Ok, je sais pas, t'as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Eh ben, pas forcément beaucoup, parce que je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à faire dans les actions. Et le premier truc, c'est déjà de remettre des solutions dans l'entonnoir. Dans l'entonnoir dont on parlait, il faut absolument qu'il y ait d'autres solutions qui puissent être remises, parce qu'en fait, il y en a plein d'autres, quoi. Les solutions que les gens essaient, ils essaient d'une certaine manière, et en fait, le fait de pouvoir les aider, on change un peu, on remet des solutions, et ce qui fait que on décélère, et c'est de la même manière que c'est un peu un cercle vicieux, un effet boule de neige qui a amené les personnes à aller jusqu'au bout de l'entonnoir. Et on peut faire le chemin tout à fait inverse, en faisant un cercle vertueux, en remettant des solutions adaptées qui marchent. Au lieu de se pinter la gueule, on va aller chercher quelqu'un de proche qui nous aide. Pourquoi pas un arrêt de travail aussi, pour essayer d'éviter de se foutre en difficulté au niveau du boulot, reprendre un peu des objectifs qu'on peut faire, respecter ses rythmes, à nouveau se faire du bien, etc., etc. Et ce qui fait que des fois, il faut pas grand-chose pour qu'on puisse remonter un peu la pente. Et ça peut être aussi une hospitalisation, ça peut être pas mal de choses. Et en fait, c'est pas du tout une fatalité, quoi. Mais vraiment, ce que je dirais, c'est que il faut absolument éviter les tentatives de suicide en général. En fait, le truc, c'est que toute tentative de suicide échouée, qu'on arrive à empêcher, c'est peut-être plein d'autres tentatives de suicide qui vont être évitées de plusieurs manières. La première, c'est que une première tentative de suicide, c'est une sorte de Rubicon un peu psychique qui est franchi. Je m'explique. Le truc, c'est que quand on a fait une tentative de suicide, les choses sont différentes un peu pour toute la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, on a eu une telle souffrance qu'on a envisagé le suicide comme une possibilité pour s'en sortir. Et que du coup, ça laisse des traces, et que c'est comme quelqu'un qui a des crises d'épilepsie, en fait. C'est comme quelqu'un qui a une maladie d'épilepsie, c'est-à-dire que plus on fait de crises d'épilepsie, moins il faut de facteurs de risque pour faire à nouveau une crise d'épilepsie. Et le suicide, c'est pareil. Plus on va faire de tentatives de suicide, plus ce sera facile d'à nouveau aller vers la tentative de suicide. Ce qui est pareil que la décompensation pour la schizophrénie. Ouais, exactement. Ouais. Et le truc, c'est que non seulement pour soi, c'est-à-dire au niveau individuel, on a ce phénomène-là, mais plus aussi on a de suicide dans son entourage, ou de tentatives de suicide dans son entourage, plus ça devient une stratégie de coping, en tout cas une stratégie d'adaptation acceptable. Ouais. Et le truc, c'est que si on a, par exemple, je dis des conneries, mais son père, sa mère, qui sont décédés par suicide, ou qu'on fait des tentatives de suicide, quand on est adolescent, c'est beaucoup plus facile de se dire, ouais, en fait... on a intégré ce mécanisme un petit peu. Voilà. Okay. Et donc, lutter contre la première tentative de suicide, c'est vraiment un enjeu hyper capital. Voilà. Et si on peut éviter de franchir ce Rubicon-là, c'est vraiment quelque chose de fondamental et très important. Gagnant. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on s'est bientôt fait 45 minutes. Ouais, parfait. Moi, j'ai toujours pas envie de me suicider. Non, écoute, ça va. Ce que je voulais peut-être de terminer pour faire un petit truc musical. Papageno, ça c'est fait. Papageno, ça c'est fait. Mais du coup, en tant que fanat un peu de jazz, je voulais parler d'un des trompettistes incroyables. Je pense que vous l'avez tous déjà peut-être en tête, mais c'est Chet Baker, qui est décédé par suicide en 1988. Et du coup, on pourrait peut-être se passer, ou si vous avez peut-être envie d'écouter un petit live de Chet Baker 1978, live en France à Château-Vallon. Et du coup, c'est déjà la période où il s'est fait péter toutes les dents. Parce que Chet Baker était bien accro à pas mal de produits stupéfiants, et du coup il a jamais remboursé les dettes qu'il devait à ses dealers, et du coup les dealers se sont dit on va lui péter toutes les dents, vu qu'il est trompettiste ça l'aidera pas à jouer, et peut-être qu'il nous remboursera. Et donc il a mis plusieurs années, presque une dizaine d'années à réapprendre à jouer de la trompette et à chanter. Et d'ailleurs dans le live on le sent en fait, quand il chante on sent qu'il est un peu édenté, que les choses sont plus tout à fait comme avant, mais c'est un super live. Et du coup Chet Baker finit par se suicider à Amsterdam, donc en 1988. Donc j'espère en tout cas pas provoquer d'effet Werther en parlant. Effectivement, ce qui est important, c'est d'axer aussi sur sa souffrance et les souffrances qu'il a dû avoir pour en arriver là. Donc rien de romantique, rien de transcendant, rien d'incroyable là-dedans, juste de la souffrance, quoi. Et qu'on aurait préféré que Chet Baker fasse encore quelques lives. Oui. Et du coup, voilà, pour bien plomber l'ambiance. et du coup, un film ou un bouquin ou... Je sais pas lire.
Non. Un film. Non, je sais pas. J'ai pas d'idée. Non, moi j'ai pas spécialement d'idée, non plus. Pas sûr que Virgin Suicide ce soit vraiment top conseillé par rapport au suicide. Ouais. 13 Reasons Why non plus. Ouais. Effectivement. Non, en fait, c'est pas... Non, c'est pas super. Ne regardez pas. Ouais. Et puis en soi, ouais, les films ou les séries, c'est souvent aussi empreint un peu de jugement, même malgré les réalisateurs, que ce soit dans un truc bénéfique ou dans un... Je crois qu'il y avait un film avec Will Smith qui s'appelait Cette vie, qui parlait un peu du suicide, mais je crois que j'étais sorti en me disant c'est pas bien. C'était pas un message fou quoi. Ok. Voilà. Donc c'est on fait une liste de non-conseils. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il peut y avoir des très bons films sans que ce soit recommandé pour la prévention du suicide, mais effectivement, ouais, le truc, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est l'ambivalence, de dire que les gens, en fait, ils ne souhaitent pas mourir, en fait. Les gens, ils veulent vivre, mais ils veulent que les souffrances s'arrêtent, et c'est ça l'ambivalence. C'est-à-dire que je veux plus continuer comme ça, mais j'ai envie de vivre. Et j'ai pas d'autres solutions, moins en moins d'autres solutions. Ouais, j'ai moins en moins d'autres solutions, et donc c'est vraiment l'ambivalence, c'est le principe un peu clé du coup des personnes qui sont dans un processus de crise suicidaire. Eh ben ça roule, merci professeur. Non merci à toi Général. En plus on a bu un petit peu de vin, un petit peu de bière, c'était bien sympathique. On est bien. Ouais. Je vais passer du coup un petit extrait d'un Regretté suicidé. Ouais. Je sais pas si du coup on a trop les droits, mais... Ouais. Je me renseignerai. Si on n'a pas les droits, je mélange Papageno et c'est ça. Et les gens se suicideront après le podcast. Ouais, un petit peu bizarre. Ça va. Ouais. Bon bah écoute Général, on se retrouve quand d'ici une semaine? Ouais, bah là ça fait 2 dans la soirée d'enregistrer, donc ouais, une semaine. Ouais, ça peut être cool. Ouais, si tu es chaud, c'est bien. Ouais. Très bien. Ok. Ça marche. Et bah écoute, à plus. Ça va toujours? Ouais, nickel. Et toi? Bah parfait. Ça marche. Allez, salut. Journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux.